Et évidemment ici, non, pardon, il n'y a pas de moins ici. Donc vous le multipliez par un gamma. Et donc vous voyez que les cas où les voisins ont la même couleur que le pixel que vous êtes en train de vous intéresser, les probabilités sont plus élevées, de manière exponentielle. Qu'est-ce que ça signifie? Comment? Qu'est-ce que signifie? Ouais. C'est que je voudrais que lorsque je suis en train d'étudier ce pixel-là, ça c'est Zi, ça c'est Zi-1, ça veut dire c'est Zi, et ça c'est Zi, mais I égale J plus 1, et I égale J-1. Ça veut dire les deux voisins. D'accord? Lorsque je suis en train de vouloir calculer la probabilité pour que Zi ait telle couleur, je vais regarder ses voisins. Si les deux voisins sont rouges, je vais dire que la probabilité pour que ZJ soit rouge doit être plus élevée que si un voisin était vert et l'autre voisin rouge, et aussi, etc. Vous voyez la situation qu'il faut. Merci. En gros, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ce modèle-là, il va vous permettre de regrouper les pixels qui ont dans la même classe. De manière automatique, avec un tel modèle, il fait la classification que vous cherchez. Il regroupe, il les met dans la même classe, les pixels qui sont voisins et qui sont de la même couleur. De préférence. Comme ça peut nous permettre d'avoir une meilleure résolution sur les frontières. Voilà, absolument. Et aussi, une meilleure résolution sur les frontières et surtout que la taille, alors on va pouvoir régler la taille des régions. Par exemple, si sur mon image, je ne veux pas qu'apparaissent des pixels un petit peu isolés. Les pixels qui ont une couleur isolée par rapport au reste, ce n'est pas naturel. Donc, en choisissant une valeur de gamma plus élevée, je vais éliminer donc ces pixels isolés. Voilà, donc c'est le deuxième modèle. Alors, la suite des calculs, c'est, bon, ça c'est pour P de Z, après P de F, sachant que Z, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Après, on va pouvoir l'écrire, etc. Donc, pouvoir faire le calcul. Alors, ça devient plus complexe, ça devient encore plus complexe, l'écriture des équations, mais bon, vous avez tous les détails dans... C'est pas le cas? Bon, je pense qu'on va en voir là. Vous avez des questions? Donc voilà, donc je vous ai juste introduit, vous avez vu les modèles de plus en plus sophistiqués. Donc, à partir de prochaine séance, maintenant on sait qu'il existe, évidemment, plus le modèle a priori est complexe, plus les calculs, plus les expressions donc, de la loi postérieure vont être complexes, et plus évidemment donc les aspects calcul deviennent plus importants. Mais on est obligé, effectivement, comme je vous ai dit, si on voudrait aller de plus en plus vers des performances, surtout dans les situations où on n'a pas beaucoup de données, alors, il y a deux cas. Il y a des situations où on n'a pas beaucoup de données, le problème est mal posé, on est obligé donc de mettre l'a priori. Et on est obligé de mettre des a priori de plus en plus sophistiqués parce que y a un besoin de ça. Donc voilà donc comment. Alors, dans tout ça, je vous ai parlé donc de P de F sachant Z. Je n'ai pas encore parlé donc de P de F sachant F et Z sachant G. Vous voyez que les calculs après deviennent encore plus complexes au niveau de l'écriture de reste. Mais une fois qu'on a compris le principe, après il y a pas mal de choses, il suffit donc d'être un petit peu patient et on écrit donc les équations les unes après les autres et ça se déroule très bien. Alors, ce modèle-là, le modèle de Potts, est utilisé dans le domaine de classification, comme j'ai dit, en imagerie hyperspectrale, partout où vous devez faire des classifications. C'est un modèle qui est utilisé, mais
Jusque-là, c'est ce modèle-là qui est parfaitement, je dirais, maîtrisé. Il existe des logiciels qui font tous les calculs pour vous, en fait, toutes les étapes que je vous ai demandé de dériver, optimiser, etc. C'est fait. Pour ce modèle-là, c'est fait. Pour les autres modèles, c'est partiellement fait de manière théorique. Et aujourd'hui, on est depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui, on est en train de réellement les implémenter pour des vraies applications en pratique. Ça avance. Oui, ça avance, et on a déjà implémenté comme ça pour des problèmes de tomographie à rayons X. Il y a un projet qui est en cours au niveau donc, des collaborations entre le laboratoire CNRS et le CEA. Bien du domaine de l'ecologie, c'est cette modélisation-là qu'on a implémentée et qu'on est en train de pouvoir utiliser. Et effectivement, ça apporte. Ça veut dire qu'il y a des situations où toutes les autres algorithmes développés jusqu'aujourd'hui ne donneraient pas des bons résultats. Donc, arrive ici, on commence à voir donc, des résultats qui sont pas mal, mais il y a apparition donc, des pixels isolés. Ce modèle-là et les modèles qui sont là-bas commencent à fournir effectivement des résultats qui sont probants. Alors que là c'était une situation où on est obligé, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'informations, lorsqu'on est à langue limitée et qu'on n'a pas beaucoup de projections, on est obligé donc de faire aller donc, dans cette direction-là pour obtenir quelque chose qui soit. Voilà. Dans le domaine de l'imagerie médicale, où on a beaucoup de données tout autour, on n'a pas besoin de ça. Des méthodes les plus simples, ça donne des bons résultats. Mais même pour améliorer par exemple les performances de ces genres d'appareils, si on voudrait envoyer moins de doses, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire moins de projections. Et si on fait moins de projections, c'est là que les méthodes classiques ne donnent pas de bons résultats. Ça devient catastrophique. Et c'est là qu'on a besoin de modèles plus sophistiqués pour obtenir le texte. Bon. Questions? Commentaires? Alors, les exercices, je vous ai donné une partie.